Imaginez un instant, une femme d'une discrétion légendaire, une juge fédérale respectée pendant plus de 3 décennies, qui a toujours incarné l'intégrité, la retenue et une passion inébranlable pour la justice, décide soudainement de lever le voile sur les ombres les plus sombres de sa propre famille. Marianne Trump Barry, la sœur aînée de l'ancien président américain Donald Trump, n'était pas du genre à chercher les projecteurs, les caméras ou les titres racoleurs. Pendant des années, elle a préféré le silence, la réflexion, le travail acharné dans l'ombre des salles d'audience plutôt que les lumières crues de la célébrité. Et pourtant, avant sa mort en novembre 2023, elle a prononcé des mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel politique américain: on ne peut pas lui faire confiance. Ces paroles, capturées dans des enregistrements secrets réalisés à son insu, n'étaient pas dirigées contre un adversaire politique lointain, un concurrent commercial ou un ennemi médiatique. Non. Elle visait son propre frère, l'homme qui, à l'époque, occupait le bureau ovale, l'homme le plus puissant du monde libre. Des mots qui, en un instant, ont transformé des tensions familiales soigneusement enfouies, des rancœurs privées accumulées sur des décennies, en un scandale public retentissant, exposant au grand jour des fractures profondes, invisibles, que personne, ni les médias, ni les analystes, ni même les membres de la famille eux-mêmes n'osaient imaginer. Marianne Trump Barry n'était pas une figure anonyme dans l'histoire américaine. Née le 5 avril 1937 dans le quartier populaire du Queens à New York, elle était la première enfant de Fred Christ Trump, un promoteur immobilier ambitieux, dur, calculateur, qui a bâti un empire immobilier sur les fondations de la classe moyenne new-yorkaise, et de Marianne MacLeod, une immigrante écossaise arrivée aux États-Unis en 1930 avec presque rien, fuyant la pauvreté des îles Hébrides pour chercher une vie meilleure. Cette femme au tempérament de fer, à la fois presbytérienne inébranlable, est devenue la matriarche d'une famille où le succès n'était pas une option, mais une obligation, où l'apparence comptait autant que la richesse, et où la loyauté familiale était élevée au rang de dogme sacré. En tant que sœur aînée de Donald Trump, née 5 ans plus tard en 1946, Marianne a grandi dans l'ombre protectrice, mais parfois étouffante, d'un foyer obsédé par la performance, la compétition et la victoire à tout prix. Mais contrairement à son frère cadet, qui a très tôt montré un appétit vorace pour l'attention, la célébrité et les projecteurs, Marianne a choisi un chemin radicalement différent, celui du service public, de la rigueur intellectuelle, de l'indépendance farouche. Elle a gravi les échelons du système judiciaire américain avec une détermination tranquille, presque monacale, devenant l'une des rares femmes juges fédérales de son époque, puis siégeant à la prestigieuse Cour d'appel des États-Unis pour le 3e circuit, où elle a prononcé des jugements qui ont influencé des milliers de vies, des affaires de corruption politique aux droits civiques, en passant par les questions d'immigration, un domaine qui, ironiquement, deviendrait des années plus tard un point de discorde familiale explosif, presque prophétique. Sa mort, survenue tôt le lundi 13 novembre 2023 dans son appartement cossu de l'Upper East Side à Manhattan, a marqué la fin d'une vie exemplaire, mais aussi l'épilogue d'un chapitre tumultueux, chargé de non-dits, de regrets et de vérités enfin libérées. Âgée de 86 ans, elle a été retrouvée inanimée dans sa chambre par les services de police de New York, appelés peu avant 4h30 du matin. Aucune trace de traumatisme n'a été relevée sur son corps, et le bureau du médecin légiste de la ville de New York, chargé de déterminer la cause officielle du décès, n'a pas encore rendu ses conclusions au moment où ces lignes sont écrites. La Cour d'appel des États-Unis pour le 3e circuit, où elle avait siégé avec distinction jusqu'à sa retraite controversée en 2019, a publié un communiqué officiel émouvant, la décrivant comme une « personnalité hors du commun dans la salle d'audience, incroyablement intelligente, passionnée par le droit, et profondément attachée à garantir une justice égale pour tous, sans distinction de race, de classe ou d'origine. » Ce n'était pas une simple formule de politesse administrative, un hommage protocolaire vide de sens. Non. C'était une reconnaissance sincère, venant de ses pairs, de ceux qui avaient travaillé à ses côtés pendant des décennies, de ceux qui avaient vu de près sa préparation méticuleuse, sa rigueur intellectuelle, son refus catégorique de compromettre ses principes, même sous pression. Mais derrière cette façade impeccable, derrière cette carrière irréprochable, derrière cette réputation de juge intègre et respecté, se cachaient des décennies de silence. Un silence pesant, calculé, parfois douloureux. Un silence sur les tricheries familiales présumées, sur les rivalités fraternelles qui couvaient depuis l'enfance, sur les principes éthiques bafoués au nom de l'ambition, sur les mensonges répétés pour maintenir une image publique immaculée. Et c'est précisément ce silence qui, une fois brisé, a tout changé.
Les révélations de Marianne Trump Barry, capturées dans ses enregistrements secrets publiés par le Washington Post en août 2020, n'ont pas seulement ébranlé les fondations de la famille Trump. Elles ont offert au monde un aperçu rare, brut, presque clinique, dans les rouages internes d'une dynastie bâtie sur l'ambition dévorante, mais fissurée par la trahison, la jalousie, et surtout, par une vérité trop longtemps étouffée. Aujourd'hui, en novembre 2025, alors que Donald Trump navigue dans un paysage politique post-présidentiel marqué par des procès en cours, des alliances politiques improbables et une influence toujours palpable sur le parti républicain, ces mots résonnent encore avec une force particulière. Ils nous forcent à nous interroger, collectivement et individuellement, dans une famille où le succès est une religion, où la loyauté est une arme, que se passe-t-il quand la vérité, enfin, sort de l'ombre? Et surtout, peut-on encore faire confiance à ceux qui nous ont façonnés, élevés, aimés, ou du moins, prétendu nous aimer? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette histoire fascinante, complexe, presque shakespearienne. Nous retracerons la vie remarquable de Marianne Trump Barry, depuis ses origines modestes dans le Queens jusqu'à sa retraite controversée en 2019. Nous décortiquerons, mot à mot, ses enregistrements fatidiques, pour comprendre la profondeur de sa déception, la source de sa colère, et la sincérité de ses accusations. Nous explorerons le scandale fiscal qui a failli lui coûter sa robe de juge, les enquêtes judiciaires qui ont plané sur elle, et les réactions viscérales, parfois brutales, de la Maison-Blanche face à ces révélations. Et enfin, nous réfléchirons aux répercussions durables de ces confidences, en cette ère post-Trump où les fantômes familiaux continuent de hanter l'arène politique américaine, où chaque mot, chaque silence, chaque trahison est scruté, analysé, weaponisé. Prêt à démystifier l'une des sagas les plus captivantes, les plus troublantes de l'histoire américaine récente? Installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, comme Marianne aurait peut-être préféré. Likez cette vidéo si vous êtes curieux des secrets de pouvoir, des dynasties brisées et des vérités qui changent tout, et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer de ces récits qui, parfois, en disent plus sur nous-mêmes que sur ceux dont on parle. C'est parti pour un voyage au cœur des ombres de la famille Trump. Pour comprendre pleinement Marianne Trump Barry, il faut remonter aux racines de la famille Trump, cette saga familiale qui ressemble davantage à un roman tragique de F. Scott Fitzgerald ou à une pièce de théâtre d'Arthur Miller qu'à une simple biographie politique. Née en 1937, Marianne Elizabeth Trump était la cadette d'une fratrie qui allait marquer l'Amérique de manière indélébile, pour le meilleur et pour le pire. Son père, Fred Christ Trump, n'était pas un homme ordinaire. Promoteur immobilier visionnaire mais impitoyable, il a bâti sa fortune sur la construction de milliers de logements abordables dans le Queens et à Brooklyn, principalement destinés aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale et aux familles de la classe ouvrière. Fred n'était pas tendre. Il était dur, calculateur, obsédé par le contrôle, par les chiffres, par la victoire. Il enseignait à ses enfants que la faiblesse n'avait pas sa place dans le monde des affaires, que reculer était synonyme de défaite, et que la famille, avant tout, devait rester unie, mais une unité sous son commandement exclusif. Sa femme, Marianne MacLeod Trump, apportait une touche différente à ce foyer tumultueux. Immigrée écossaise arrivée aux États-Unis à l'âge de 18 ans, elle avait fui la misère des îles extérieures des Hébrides, travaillant d'abord comme domestique avant d'épouser Fred en 1936. Elle incarnait une forme de rigueur morale, une foi presbytérienne profonde, mais aussi une distance émotionnelle qui marquera durablement ses enfants. Marianne, en tant qu'aînée, a hérité d'une responsabilité invisible, presque écrasante, être l'exemple parfait. Contrairement à son frère Donald, qui dès son plus jeune âge montrait un charisme explosif, une soif d'attention et une énergie débordante, Marianne était plus réservée, plus observatrice, plus analytique. Elle absorbait les leçons de ce foyer dysfonctionnel sans jamais se plaindre. Les dîners familiaux étaient des arènes de débat, parfois des champs de bataille verbaux, où Fred instillait des valeurs comme ne jamais montrer ses faiblesses, toujours négocier plus fort que l'adversaire, et la famille avant tout, mais seulement si elle suit mes règles. C'est dans cette atmosphère tendue, compétitive, presque militaire, que se sont formées les bases de la personnalité de Marianne. Une intelligence aiguisée comme une lame, une éthique du travail inflexible, une capacité à endurer la pression sans craquer, et une loyauté farouche envers la famille, une loyauté qui, des décennies plus tard, serait mise à rude épreuve, jusqu'au point de rupture. Son parcours éducatif a reflété cette trajectoire ascendante, cette détermination tranquille. Elle fréquente d'abord la Kew Forest School, une institution privée du Queens où les enfants Trump étaient inscrits, un établissement connu pour sa discipline et son exigence académique.
Elle y excelle sans jamais chercher à briller ostensiblement. En 1958, elle sort diplômée cum laude du Mount Holyoke College, un bastion historique des femmes libérales dans le Massachusetts, l'un des Seven Sisters, ces universités d'élite réservées aux femmes à une époque où l'accès à l'enseignement supérieur restait majoritairement masculin. Là, elle s'immerge dans les études politiques, historiques et gouvernementales, développant un amour profond pour le droit public, pour les mécanismes de la justice, pour l'idée que les lois pouvaient protéger les plus vulnérables. En 1962, elle obtient une maîtrise en droit public et gouvernement à l'Université Columbia, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays, une étape cruciale dans une ère où les femmes devaient se battre bec et ongles pour un simple siège à la table des professions intellectuelles. Mais la vie personnelle intervient, comme elle le fait souvent. Marianne se marie avec David Desmond, un étudiant en ingénierie, et donne naissance à un fils, David William Desmond Jr. En 1960. Pendant 13 ans, elle met sa carrière en pause pour élever son enfant, un sacrifice courant pour les femmes de sa génération, mais qui ne l'empêchera pas de rebondir avec une force impressionnante. C'est en 1974, à l'âge de 37 ans, qu'elle décide de reprendre ses études et entre à la faculté de droit de Hofstra University, tout en jonglant avec les responsabilités de mère célibataire après son divorce. Elle en sort diplômée la même année, avec mention, et sa carrière juridique décolle immédiatement, comme une fusée longtemps retenue au sol. Recrutée comme procureure adjointe au bureau du procureur fédéral du district du New Jersey, elle devient l'une des 2 seules femmes sur un total de 62 avocats, un environnement masculin, parfois hostile, où elle doit prouver sa valeur à chaque instant. Spécialisée dans les affaires de stupéfiants et de criminalité organisée, Marianne se forge rapidement une réputation de dur à cuire, de procureur implacable qui ne laisse rien passer. Elle traque les cartels de drogue colombiens, démantèle des réseaux mafieux italo-américains, et gagne le respect parfois à contre-cœur de ses collègues masculins. Elle était impitoyable, mais toujours juste, se souvient un ancien collègue dans un profil publié par le New York Times des années plus tard. Elle ne laissait aucune place à l'erreur, ni pour elle ni pour les accusés. En 1983, le président Ronald Reagan, impressionné par son dossier, la nomme juge fédérale au tribunal de district du New Jersey. Elle est confirmée par le Sénat en un temps record, moins d'1 mois, devenant l'une des rares femmes juges fédérales de l'époque, un symbole vivant de la percée féminine dans le système judiciaire américain. Mais déjà, dès cette époque, les ombres familiales commencent à planer. Selon les révélations qui émergeront bien plus tard dans les enregistrements secrets, c'est Donald Trump, via son mentor et avocat controversé Roy Cohn, qui aurait exercé une influence discrète pour faciliter sa nomination. « Où serais-tu sans moi ?» lui aurait-il lancé des années plus tard, une phrase qui rongeait Marianne comme un acide lent, une remise en question constante de son mérite personnel. Elle récusait même un dossier en 1985 impliquant un trafiquant de drogue lié à des intérêts immobiliers de Donald, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, un geste d'intégrité qui, paradoxalement, sera utilisé contre elle des décennies plus tard. Cette indépendance farouche, forgée dans l'enfance, testée dans les tribunaux, affinée par des années de sacrifice, sera à la fois sa plus grande force, finalement, sa croix. Marianne Trump Barry n'était pas une juge ordinaire. Pendant ses 36 années sur le banc fédéral, elle a incarné l'essence même du système judiciaire américain, la rigueur, l'impartialité, la passion pour la justice équitable. De 1983 à 1999, au tribunal de district du New Jersey, elle gère un docket chargé, une pile incessante de dossiers complexes. Affaires de corruption politique locale, violations flagrantes des droits civiques, questions d'immigration sensible, trafic en tout genre. Elle est connue pour sa préparation méticuleuse, elle lit chaque dossier jusqu'à l'os, annotant, soulignant, mémorisant, et pour son aversion profonde envers les accords de plaidoirie trop cléments. « Je ne tolère pas les arrangements qui brisent la confiance du public dans la justice », déclarait-elle dans une rare interview accordée en 1990 à un journal juridique local. Un juge n'est pas là pour faire plaisir. Il est là pour faire respecter la loi, point final. En 1999, dans un geste bipartisan rare, le président démocrate Bill Clinton la nomme à la Cour d'appel des États-Unis pour le 3e circuit, basé à Philadelphie. C'est un bond monumental dans sa carrière, elle passe d'un tribunal de première instance local à une cour d'appel fédérale qui couvre le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware et les îles Vierges américaines, influençant des précédents juridiques à l'échelle nationale. Sur ce nouveau banc, Marianne se distingue par la précision chirurgicale de ses raisonnements, par la clarté de ses opinions écrites, par son refus catégorique de céder à la pression politique ou médiatique.
Elle rédige des décisions percutantes sur des affaires de corruption comme celle d'un maire de Newark condamné pour pot de vin massif, sur les droits civiques défendant des minorités discriminées dans l'emploi, et surtout sur l'immigration, un domaine où elle montre une sensibilité particulière aux demandeurs d'asile fuyant la violence ou la persécution. Dans une affaire marquante de 2005 impliquant des séparations familiales à la frontière sud, elle rédige une opinion dissidente qui restera dans les annales: la justice n'est pas un mur infranchissable, c'est un pont vers la dignité humaine. Des mots qui, avec le recul, prennent une saveur amère, presque prophétique, quand on sait que son frère, des années plus tard, imposera la politique dite de « tolérance zéro » sous son administration, une politique qui séparera des milliers d'enfants migrants de leurs parents, déclenchant un scandale humanitaire international. Marianne, en privé, sera horrifiée. Mais à l'époque, elle reste discrète, fidèle à sa règle d'or: ne jamais commenter publiquement la politique, encore moins quand elle touche à la famille. Sa vie personnelle, pendant toutes ces années, reste un modèle de discrétion. Après son divorce d'avec David Desmond, elle se remarie en 1982 avec John J. Barry, un avocat respecté, qui décède en 2000 d'un cancer. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, mais Marianne reste très proche de son fils David Jr. Un psychologue clinicien qui, des années plus tard, témoignera dans des affaires successorales familiales. Elle évite les médias comme la peste, refusant systématiquement les propositions d'éditeurs pour écrire des mémoires, préférant les dons anonymes à des associations d'éducation juridique ou à des œuvres caritatives en faveur des femmes dans le droit. En 2011, elle prend le statut de juge senior, réduisant sa charge de travail tout en restant active sur certains dossiers. Ses collègues la décrivent comme une intellectuelle exceptionnelle, avec une présence unique dans la salle d'audience, une femme qui imposait le respect sans jamais hausser le ton. Pourtant, sous cette surface polie, lisse, presque monacale, les fissures familiales s'élargissent, lentement mais sûrement. Donald, devenu magnate de l'immobilier puis star de télé-réalité avec The Apprentice, commence à s'approprier publiquement le succès de sa sœur. Lors de sa campagne présidentielle de 2016, il la qualifie de « juge phénoménale » et de « femme brillante », utilisant son parcours comme un argument de légitimité. Mais en privé, les tensions montent. Les rancœurs s'accumulent. Et puis, en 2018 et 2019, viennent les enregistrements. Août 2020. L'Amérique est en feu. La pandémie de Covid-19 fait rage, les élections présidentielles approchent dans un climat de polarisation extrême, les manifestations Black Lives Matter secouent les grandes villes, et la Convention nationale républicaine est imminente. Et soudain, comme une bombe à retardement, le Washington Post publie 15 heures d'enregistrements audio secrets, réalisés à l'insu de Marianne Trump Barry par sa propre nièce, Mary-Elle Trump, psychologue clinicienne et auteure du livre Shock Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, publié quelques semaines plus tôt. Mary-Elle Trump, fille de Fred Trump Jr., le frère aîné décédé en 1981 d'une crise cardiaque liée à l'alcoolisme, a tendu un piège discret à sa tante lors d'une série d'entretiens en face-à-face entre 2018 et 2019. Légal selon la loi de l'État de New York où le consentement d'une seule partie suffit pour qu'un enregistrement soit admissible, mais éthiquement chargé, moralement discutable, ce procédé a capturé une Marianne brute, sans filtre, épuisée par des années de silence, parlant avec une franchise qu'elle n'avait jamais osé afficher publiquement. Écoutons-la, mot pour mot, dans ces extraits qui ont fait trembler l'Amérique: il n'a aucun principe. Aucun. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Sa voix, posée mais chargée d'émotion, tremble légèrement. Elle parle de Donald, bien sûr. De son frère. De l'homme qui, à ce moment-là, est président des États-Unis. Tout ce qu'il veut, c'est plaire à sa base, lâche-t-elle, faisant référence à la politique de séparation des familles migrantes à la frontière sud. S'il était vraiment un homme religieux, il voudrait aider les gens, pas faire ça. Elle ne s'arrête pas là. Donald est cruel, répète-t-elle, comme un mantra. Toute cette fausseté, cette phoninesse dans son image publique, les mensonges, oh mon Dieu. Les versions qui changent, le manque de préparation, les mensonges. Holy shit. Elle soupire, longuement, comme si elle portait le poids de décennies de déception. Quand Mary-Elle Trump lui demande ce que le président lit réellement, Marianne est catégorique: non, il ne lit pas. Il n'a même pas consulté mes avis judiciaires sur les affaires d'immigration. Bien. Mais les accusations les plus explosives remontent bien plus loin, à l'enfance, à la jeunesse, aux fondations même de la personnalité de Donald. Marianne avoue, sans détour, avoir fait les devoirs de son frère quand ils étaient enfants. Il était paresseux, gâté, toujours à chercher la facilité, dit-elle.
Et puis, la bombe, il a payé quelqu'un pour passer le SAT à sa place. Elle nomme un certain Joe Shapiro, un camarade de classe qui aurait pris l'examen d'entrée à l'université à sa place, permettant à Donald d'être transféré de Fordham à la prestigieuse Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Donald niera farouchement, qualifiant l'accusation de « totalement fausse ». La veuve et la sœur de Joe Shapiro, contactées par le Washington Post, démentiront publiquement. Mary L. Trump précisera plus tard qu'il s'agissait d'un autre Joe Shapiro, mais cette personne ne sera jamais identifiée publiquement. Vrai? Faux? Exagération? Peu importe. L'accusation colle. Elle s'ajoute à une longue liste de récits sur les raccourcis pris par Donald pour grimper. Les souvenirs de Marianne ne s'arrêtent pas là. Elle se rappelle les funérailles de leur père, Fred Sr., en 1999. Donald a été le seul à ne pas parler de papa. Tout tournait autour de lui. Elle évoque aussi une brouille familiale dans les années 1980, où Donald ne lui a pas adressé la parole pendant 2 ans après un désaccord. Et surtout, elle revient sur sa nomination judiciaire en 1983, il a essayé d'en tirer tout le crédit. Je lui ai dit, si tu redis ça encore une fois, je t'écrase. Mon ascension, je la dois à mon travail, pas à toi. Une phrase qui résume tout, l'indépendance farouche de Marianne, son refus d'être un pion dans le jeu de pouvoir de son frère. Pourquoi Mary L. Trump a-t-elle enregistré sa tante? Elle l'explique dans son livre et dans des interviews, elle voulait se protéger dans un litige successoral en cours depuis 2000. Après la mort de Fred Trump en 1999, elle estimait que la succession valait plus d'1 milliard de dollars, et non les 30 millions déclarés dans le règlement familial. Elle soupçonnait des mensonges, des manipulations comptables. Elle a commencé à enregistrer pour avoir des preuves. Mais ce qu'elle a obtenu a dépassé toutes ses attentes, 15 heures de critiques directes, personnelles, dévastatrices, de la part de la sœur du président. Jusqu'à la publication de ces enregistrements, aucun frère ou sœur de Donald Trump, à part Mary L. Trump elle-même, n'avait publiquement critiqué le président. Donald avait souvent parlé chaleureusement de Marianne, la qualifiant de « juge très respecté » pendant la campagne de 2016. Ces bandes ont brisé cette image d'unité familiale en 1000 morceaux. Elles ont révélé des années de frustration privée, de profonds désaccords, de ressentiments accumulés. Elles ont dressé le portrait d'un frère malhonnête, dépourvu de principes, motivé uniquement par ses intérêts personnels, un contraste saisissant avec l'image publique de leader fort et visionnaire qu'il projetait. La réponse de la Maison-Blanche fut immédiate, mais calculée. Donald Trump, fidèle à son style, choisit la désinvolture. Chaque jour, c'est autre chose. Peu importe. Mon frère me manque, Robert Trump venait de mourir, et je continuerai à travailler dur pour le peuple américain. Tout le monde n'est pas d'accord, mais les résultats sont évidents. Pas d'attaque directe contre Marianne. Une loyauté familiale résiduelle? Ou une stratégie pour éviter d'amplifier le scandale? Ses conseillers, eux, passèrent à l'offensive. Mark Meadows, chef de cabinet, déclara sur ABC, c'est de la politique habituelle. Mary Trump a été exclue du testament familial après un long litige. Elle soutient Joe Biden. Et d'ailleurs, Marianne n'est même pas venue aux funérailles de Robert. Il défendit aussi la préparation de Trump, le président lit tellement que je dois veiller tard pour suivre son rythme. Jason Miller, conseiller de campagne, qualifia les enregistrements de « honteux », publiés juste après les funérailles de Robert, et les réduisit à une « rivalité fraternelle privée ». Mais il y avait plus. Bien plus. Ce n'était pas le premier scandale impliquant Marianne. En octobre 2018, le New York Times avait publié une enquête explosive, récompensée par le prix Pulitzer, affirmant que la famille Trump avait mis en place des stratagèmes fiscaux douteux, voire frauduleux, pour transférer plus de 413 millions de dollars, en valeur ajustée, de Fred Trump à ses enfants, évitant ainsi plus de 500 millions de dollars d'impôts. La société écran All County Building Supply et Maintenance aurait été utilisée pour gonfler artificiellement les factures d'entretien, permettant de siphonner de l'argent comme des « cadeaux » taxés à 55%. Les propriétés étaient sous-évaluées pour les successions, les dons étaient maquillés en transactions commerciales. Marianne, en tant que copropriétaire et juge fédéral, aurait non seulement bénéficié de ces arrangements, mais aussi influencé certains d'entre eux. Des plaintes furent déposées. Une enquête judiciaire pour inconduite fut ouverte. D'anciens procureurs estimèrent que, si découverts à l'époque, ces actes auraient pu justifier des poursuites pénales pour fraude fiscale,
falsification de documents, escroquerie. Mais le 11 février 2019, Marianne déposa ses papiers de retraite. L'enquête s'arrêta net. Selon les règles, les juges retraités ne sont plus soumis à la discipline judiciaire. Pour ses détracteurs, c'était une sortie stratégique. Pour ses défenseurs, une retraite méritée après 36 ans de service. Elizabeth Warren, alors candidate à la primaire démocrate, cita l'affaire dans son plan anticorruption, proposant de fermer la « faille de la démission ». Marianne se retira encore plus de la vie publique. Elle évita les événements politiques, refusa les mémoires, continua ses dons caritatifs. Lors du procès pour fraude de Donald en 2023, elle confirma son décès pour des questions successorales. Donald publia un hommage sur Truth Social, une femme magnifique, grande, élégante, une juge remarquable. Elle nous manquera profondément. Alors, ces critiques étaient-elles sincères? Ou motivées par des tensions familiales anciennes? Était-elle l'expression d'une femme intègre, enfin libérée de ses chaînes, ou le règlement de compte d'une sœur aînée éclipsée? La vérité, probablement, se trouve quelque part entre les deux. Ces mots ont humanisé les Trump. Ils ont montré que derrière les tours d'ivoire, les avions privés, les discours triomphants, il y avait des failles, des douleurs, des trahisons. Ils ont rappelé que même les dynasties les plus puissantes sont fragiles quand la vérité frappe. Pensez-vous que ces révélations étaient justifiées? Change-t-elle votre perception de la famille Trump? Cela vous fait-il douter de la loyauté familiale en politique? Dites-le nous en commentaire. Likez si vous avez trouvé ces révélations édifiantes. Partagez avec quelqu'un qui doit entendre ça. Abonnez-vous pour plus de décryptage sans filtre. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.